National supérieur d'art et métiers de Casablanca. Je suis docteur en informatique et agrégé en génie électrique option informatique industrielle. Donc, je vais présenter ce cours sur les microcontrôleurs qui sont devenus de plus en plus des circuits qui sont implémentés sur des cartes embarquées et qui sont utilisés partout dans notre vie quotidienne. On cite à titre d'exemple les voitures autonomes, les smart cities, avec les objets connectés qui collectent des informations et les envoient vers des cartes embarquées qui vont permettre aussi d'analyser les données. Les prérequis de ce cours sont l'électronique numérique. Et donc, lorsque je dis électronique numérique, ça veut dire la logique combinatoire et la logique séquentielle, et l'électronique analogique de base, surtout donc les composants discrets de base qui sont la diode, le transistor bipolaire ou autres, et l'amplificateur opérationnel. Ce cours il est destiné aux étudiants de l'université Hassan II, mais à tous ceux qui sont concernés par ce domaine. Donc je vais dresser tout d'abord le plan. Ce cours il va s'étaler sur 4 chapitres. Et il faut signaler que à la fin de chaque chapitre, on va procéder à une simulation sur des logiciels et à une petite démonstration pratique. Donc aujourd'hui, on va faire le premier chapitre qui est structure interne des microcontrôleurs. On va parler de façon générale sur les microcontrôleurs que vous regardez autour de moi qui équipent la majorité des cartes. Par exemple, cette carte qui est équipée d'un microcontrôleur de microchip, le CSF887, et puis la carte Arduino qui est équipée d'un microcontrôleur AVR, ou par exemple la carte du microcontrôleur STM32 qui est à base du microprocesseur ARM. Pour la structure interne du microcontrôleur, la structure générale d'un microcontrôleur, il est composé obligatoirement d'un petit microprocesseur, et puis de la RAM, et d'une mémoire permanente, en général EEPROM, et puis de ports d'entrée-sortie. Donc le microprocesseur qui équipe les microcontrôleurs d'une façon très générale, c'est un microprocesseur qui travaille à une fréquence de quelques dizaines de mégahertz, par opposition aux microprocesseurs professionnels qui équipent les ordinateurs et qui peuvent atteindre 1 GHz ou 2 GHz. Parce que les microcontrôleurs, ils n'ont pas besoin en général d'une grande vitesse d'exécution des instructions, bien que parfois, si on veut ajouter de la vidéo ou autre, en général, on peut augmenter, on trouve aussi des microcontrôleurs qui ont cette fréquence d'horloge. Et la majorité des microcontrôleurs, ils sont appliqués dans des applications industrielles qui ne demandent pas beaucoup de rapidité, telles que par exemple la régulation de la température ou un système d'alarme, un jeu de lumière, etc. Donc, il faut signaler aussi que tout au long de ce chapitre, de ces 4 chapitres, on va parler d'une façon générale sur les microcontrôleurs, mais à chaque fois, on va donner l'exemple avec le microcontrôleur PIC, CSF887, le microchip. À chaque fois, on va donner des exemples concrets. Donc, la structure interne, comme vous regardez, c'est un microprocesseur, le CPU, qui est composé de 35 instructions dans le PIC CSF887, d'une mémoire RAM de 368 cases mémoire, et puis les PROM de 256 positions mémoire, de ports série, de ports numériques logiques, port A, port B, port C, port D, port E, et puis aussi de ports analogiques, etc., et d'autres éléments qu'on va voir tout au long de ces 4 chapitres. Donc on va commencer tout d'abord par le microprocesseur. Donc le microprocesseur, si vous voulez, c'est l'élément, c'est le cerveau entre guillemets du système programmé de microcontrôleur. Et donc c'est un circuit intégré qui charge, décode et exécute les instructions. Donc charge, ça veut dire qu'il apporte les instructions de la RAM vers le microprocesseur, il les met dans des registres, et après il les décode. Ça veut dire quoi décoder? Ça veut dire que chaque microprocesseur, il peut exécuter un certain nombre d'instructions. Par exemple, le microprocesseur du PIC CSF887, il peut exécuter 35 instructions. Donc, lorsqu'il prend l'instruction, il va chercher où est-ce qu'il se trouve cette instruction. Est-ce que c'est la première, la deuxième, la troisième, etc. Donc, une fois il a identifié l'ordre de l'instruction, ça veut dire qu'il a identifié
l'exécution, ça veut dire les signaux d'exécution qu'il va exécuter. Et donc, par la suite, il procède à l'exécution de l'instruction. Donc, d'une manière générale, un microprocesseur, il comporte à l'intérieur sa structure interne, il est composé d'une unité arithmétique et logique qui s'occupe de tout ce qui est opération, addition, soustraction, etc., arithmétique, et puis des opérations logiques telles que OR ou NOR ou AND, etc. Et puis une unité de commande qui s'occupe de tout ce qui est contrôle et commande, et puis d'un certain nombre de registres qui permettent de stocker temporairement des données, et puis d'autres registres spéciaux, tels que le registre d'état, par exemple, qui contient des indicateurs d'état, ou le PC, le programme counter qui contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter, ou d'autres. Donc, les critères de choix d'un microprocesseur sont le type, tout d'abord. Donc, lorsque je veux acheter un microprocesseur, donc tout d'abord, je pense au constructeur, au fabricant du microprocesseur. Donc, je pense en général, les grands constructeurs de microprocesseurs. On peut citer à titre d'exemple Intel ou Motorola, ou Microchip ou autres. Et donc, je pense aussi à la référence. Et ensuite, je pense à la fréquence d'horloge qui cadence l'exécution des instructions et qui est chiffrée en général en Hertz. Et donc, comme j'ai dit, dans le microprocesseur professionnel, on peut atteindre 1 GHz qui est égal à 10 à la puissance 9 Hertz et 10 à la puissance 9 opérations par seconde. Et puis, il y a aussi un critère qui est très important, surtout pour les microprocesseurs professionnels, qui est la mémoire cache, la capacité de la mémoire cache, etc. On va définir par la suite ce que ça veut dire une mémoire cache, parce qu'il existe une mémoire cache aussi qui se trouve au sein même du microprocesseur. Mais là, je parle des microprocesseurs vraiment professionnels. Là, donc la mémoire, si on veut définir la mémoire en général, c'est quoi? C'est un circuit intégré qui sert à stocker les données et les instructions d'une manière générale. Et l'élément binaire, c'est le bit. Et donc, on sait très bien qu'un octet, c'est 8 bits, un kilo-octet, c'est 2 à la puissance 10, qui est 1024 octets, un mégaoctet, c'est 2 à la puissance 20 octets, etc. Pourquoi 2 à la puissance 10 et pas 1000? On appelle 2 à la puissance 10 le kilo soft, le kilo logiciel, parce que le système d'exploitation, il calcule le kilo de cette manière-là. Par contre, il y a aussi le kilo matériel, le kilo hard, qui est égal à 1000, d'accord? Donc, il faut différencier entre les deux. Et donc, on commence tout d'abord par le premier type de mémoire, qui est la mémoire RAM. RAM, en l'occurrence, Random Access Memory, donc mémoire à accès aléatoire. Ça veut dire quoi, aléatoire? Ça veut dire que le microprocesseur, il peut accéder à n'importe quelle case mémoire, même s'il est classé centième ou 200e, d'accord, il n'est pas obligé de passer par 1, 2, 3 pour arriver à 100 ou à 200. Par opposition aux mémoires séquentielles, que par exemple pour accéder à la case 4, par exemple, nous sommes obligés de passer par la case 1, 2 et 3 pour atteindre 4. Donc ça s'appelle mémoire séquentielle. Je te donne à titre d'exemple les anciens cassettes magnétiques qui étaient séquentielles. Donc, parmi les critères de choix d'une RAM, on cite le type aussi. Donc, je donne à titre d'exemple SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory, les anciens, et puis actuellement les DDR, les DDR1, DDR2, DDR3. Et deuxième critère de choix, c'est le temps d'accès. Le temps d'accès, c'est quoi? C'est le temps qui sépare une demande du microprocesseur de la donnée et combien de temps il va faire la RAM pour rendre cette donnée disponible sur le bus de données. On peut citer aussi la fréquence d'horloge. Il a une relation avec le temps d'accès. Troisième critère de choix, c'est aussi la taille de la mémoire RAM. Et donc, en général, la taille, il est calculé en fonction du nombre de fils dans le bus d'adresse et du format. Le format, c'est quoi? C'est le nombre de fils dans le bus de données. Par exemple, la capacité dans ce cas, dans ce circuit que j'ai ici, c'est 2 à la puissance k, ça veut dire 2 à la puissance nombre de fils d'adresse, fois le format, fois n, qui est le nombre de fils dans le bus de données. On remarque ici aussi qu'il y a deux fils qui sont CS. CS, c'est quoi? C'est sélection du boîtier. C'est la chip select, ça veut dire la RAM, je vais la sélectionner. Lorsqu'il est actif CS, ça veut dire que la RAM, il est opérationnel. Lorsqu'il n'est pas actif, la RAM, il n'est pas opérationnel. On dit qu'il est en haute impédance. Et puis, il y a le signal read-write, ça veut dire lecture-écriture. Le microprocesseur, lorsqu'il veut lire une donnée à partir de la RAM, il met cette ligne à 1. Et lorsqu'il veut écrire dans la RAM, il met cette ligne à 0. Donc, on passe à la mémoire cache. La mémoire cache, la définition d'une mémoire cache, c'est une mémoire très rapide, plus rapide que la RAM, qui sert juste à accélérer l'accès aux données. Et donc, c'est une mémoire qui se trouve en général entre le microprocesseur et la mémoire principale. Et dans les instructions qui sont trop sollicitées par le microprocesseur, en général, elles sont stockées dans cette mémoire.
Et il y a deux types de mémoire cache. Il y a la mémoire cache L1 qui se trouve au sein même du microprocesseur et la mémoire cache L2 qui se trouve à l'extérieur du microprocesseur, qui se trouve entre le microprocesseur et la mémoire principale. On l'appelle aussi mémoire statique. Pourquoi mémoire statique? Parce qu'il est composé de bascules en général, par opposition à la mémoire dynamique qui est la RAM. Pourquoi on dit dynamique? Parce que l'élément binaire dans la RAM, c'est le condensateur. Ça veut dire le fait qu'il se charge et décharge, on l'appelle aussi dynamique. Donc, si on veut classer ces mémoires suivant la rapidité, du moins rapide au plus rapide, on va aller de la mémoire principale, cache L2, cache L1. Si on veut les classer suivant la capacité, ça veut dire de celui qui stocke le moins vers celui qui stocke le plus, on va aller du cache L1 vers cache L2, puis vers la mémoire principale. On arrive aux mémoires permanentes, en l'occurrence ROM, Read Only Memory, mémoire à lecture seule. Donc la mémoire à lecture seule, tout courant comme ça, il n'existe plus. Il y a des variantes qui sont très utilisées dans le microcontrôleur au sein même du microcontrôleur, telles que le EEPROM. Le EEPROM érasable, electrically erasable PROM, ça veut dire c'est une mémoire effaçable électriquement, facilement programmable. Et puis les anciens aussi, EPROM, qui c'est une mémoire ROM effaçable par ultraviolet. Bien, j'arrive au port d'entrée-sortie. Donc, les critères de choix d'un microcontrôleur, parmi les critères de choix, il y a le nombre de ports d'entrée-sortie. Donc, suivant mon application, combien de ports d'entrée-sortie j'ai besoin d'entrée-sortie pour, par exemple, commander des LED, des moteurs ou bien des capteurs que je veux lire des informations à l'aide de capteurs, etc. Donc, le nombre d'entrée-sortie, il est décisif dans le choix d'un microcontrôleur, bien qu'il y a d'autres critères aussi. D'accord. On cite à titre d'exemple le PIC CZF887 qui contient 35 branches d'entrée-sortie, ce qui est suffisant en général pour une grande majorité d'applications. Donc le PIC CZF887, il possède des ports sur 8 bits qui sont nommés A, B, C, D et E, qui servent en général à communiquer avec l'extérieur. Ça veut dire faire l'acquisition de l'information à l'aide de capteurs ou de boutons poussoirs ou d'interrupteurs, ou bien envoyer des données vers des LED ou vers des moteurs, commander des moteurs, ou etc., d'accord, ou des relais, etc. Donc, il faut savoir que dans la majorité des microcontrôleurs, les ports, ils sont configurables, ou bien en entrée, ça veut dire ils vont permettre de faire entrer des données, ou bien en sortie, ça veut dire ils vont permettre de faire sortir des données. Donc, seulement la différence entre les microcontrôleurs, c'est juste le registre de configuration et le nom du port. Par exemple, chaque fois je donne à titre d'exemple le PIC CZF887. Donc, par exemple, pour le port A, il est configuré à l'aide du registre TRISA. Pour le port B, il est configuré à l'aide du registre TRISP. D'accord? Et donc, par exemple, pour configurer le port A en sortie, on doit mettre dans TRISA 0. Donc, dans le bit concerné. Et si je veux configurer, par exemple, le port A en sortie, le port A en entrée, je dois mettre dans le bit en question D1. Si je prends un autre exemple de Motorola, par exemple, on va trouver d'autres nominations, telles que DDR-A ou DDR-B. Si je prends la VR, par exemple, dans la plateforme Arduino ou autre, on va utiliser d'autres contextes pour configurer. De toute façon, la philosophie, c'est ça. Si pour chaque port, il y a des registres de configuration, on peut le configurer en entrée ou en sortie. D'accord. Si je prends ce schéma par exemple, lorsque j'ai des capteurs ou des boutons poussoirs, ça veut dire que je veux programmer en entrée et donc dans le bit correspondant, je dois mettre des 1. Des 1, ça veut dire que je programme le TRISA, dans le TRIS, je dois mettre des 1. Et lorsque j'ai par exemple des LED, des transistors, des moteurs, etc., ou des relais, en général, c'est en sortie, et donc je dois mettre dans les bits de TRIS équivalent des 0. Donc, c'est ça ce qu'on a dit. Donc, pour le port A, il est configuré à l'aide de TRISA. Et donc, par défaut ici, on regarde qu'il est configuré en entrée par défaut. La même chose. Donc, ici, une particularité du PIC CZF887, il possède un registre Ancel qui va déterminer est-ce que le port A va être utilisé comme port analogique ou port numérique. D'accord. Donc, lorsqu'on met lorsqu'on met des 1, ça veut dire qu'il est analogique. Lorsqu'on met dans un cell des 0, ça veut dire que le port A de RA0 jusqu'à RA5, ce sont des entrées analogiques. Et par défaut, c'est analogique. La même chose pour le port B. Donc, comme on a dit, le port B, il est configuré à l'aide de TRISP.
Et de la même façon, il possède un registre qui s'appelle NCLH et qui va permettre de commander le port B comme étant un port d'entrée analogique ou bien un port numérique, ça veut dire des 0 et des 1. De la même manière, donc par défaut, ils sont égaux à 1, ça veut dire qu'il est configuré en port analogique. Si je veux l'utiliser en port numérique, je dois mettre dans NCLH 0. Tous les branches du port B, donc en général dans les pics CSF mid-range, ça veut dire moyen gamme, en général, ils ont des résistances de rappel. Ça veut dire quoi des résistances de rappel? Ce sont des résistances qui sont connectées à plus VCC et qui sont connectées directement avec la sortie. Donc ça aussi, je peux les programmer à l'aide d'un bit qui se trouve dans option reg qui s'appelle RBPU. PU, ça veut dire pull-up, résistance de rappel. D'accord? Donc, à l'aide de ce bit, je peux activer les résistances de rappel et je peux activer séparément chaque bit du port B à l'aide d'un autre registre WPUB. D'accord? Donc, pour connecter, par exemple, les résistances de rappel à une branche RBI, il suffit de mettre le bit I du registre WPUB à 1. Donc, voilà comment je connecte. Par exemple, si j'ai un interrupteur et je veux lire est-ce que c'est 0 ou 1, donc lorsqu'il est ouvert, j'ajoute une résistance de rappel à l'aide de WPUB, donc je l'ajoute ici, il est connecté à plus VCC. Donc lorsque l'interrupteur il est ouvert, j'ai un 1 qui est entré ici, que lit le microcontrôleur. Et lorsque je ferme l'interrupteur, j'ai la masse, donc j'ai un 0 que va lire le microcontrôleur. Donc j'ajoute une résistance de rappel. Par contre, si j'ai une LED, je peux ne pas activer la résistance de rappel, et je peux la commander directement. Donc lorsque je donne 1, il va s'allumer. Lorsque je donne 0, il va s'éteindre tout simplement. Donc on va s'arrêter ici et la prochaine fois on va faire une petite simulation des ports et éventuellement une petite démonstration pratique et on va attaquer aussi le chapitre 2. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.